Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Étude générale. Chapitre 1. Histoire des villes du Zaïre, notions et perspectives fondamentales. Tant d'ignorance affecte encore l'histoire des villes du Zaïre qu'il nous a semblé utile d'en présenter ici, sur base des connaissances disponibles, quelques notions et perspectives fondamentales. Il apparaît en effet, de plus en plus que les villes sont des points de polarisation, non seulement de l'espace, mais également des sociétés où elles se développent. Leur histoire est donc liée à celle du pays dans lequel elles s'inscrivent, et est indispensable à la compréhension de cette dernière. La population urbaine du Zaïre dépasse d'ailleurs déjà 20% de la population totale, et elle sera certainement supérieure à un tiers de cet ensemble avant 10 ans, comme il apparaîtra dans le corps de cette étude. Nous présenterons d'abord le cadre juridique et l'origine des villes zaïroises. Nous analyserons, ensuite, le réseau urbain actuel pour en dégager l'originalité par rapport à la situation précoloniale. Nous établirons enfin les rythmes de croissance des différents centres depuis une trentaine d'années et nous terminerons par une estimation probable de la population urbaine à l'horizon 1980. Le cadre juridique et l'origine des villes zaïroises. Depuis la fin du XIXe siècle, deux séries de mesures ont été prises concernant les villes du Zaïre. Les premières concernent le régime foncier, les secondes déterminent l'organisation administrative. Les mesures foncières permettent de connaître quelles sont les places perçues à chaque moment par les autorités coloniales comme ayant une valeur centrale, justifiant un relèvement des prix de vente ou de location des parcelles et appelant une protection en matière de lotissement et d'urbanisme. Les mesures d'organisation administrative ont érigé progressivement les institutions urbaines actuelles, et sont le cadre dans lequel se sont élaborées les archives les plus importantes concernant les villes du Zaïre. Le fait urbain est entré dans le droit écrit du Zaïre comme problème foncier. Le décret du 9 août 1893 sur la vente et la location des terres domaniales prévoyait, en son article 10, des tarifs spéciaux pour les terres situées dans les circonscriptions urbaines que déterminera le gouverneur général. De multiples textes réglementeront ensuite notamment le lotissement, la construction et l'établissement des cités indigènes dans ces circonscriptions, mais aucune institution nouvelle ne résultait de leur création. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un second type d'unité foncière sera institué, les centres commerciaux. À partir de 1922, ce seront, avec les circonscriptions urbaines, les seuls points où l'installation des commerçants européens sera habituellement autorisée. Ces centres n'avaient cependant qu'un caractère secondaire, et nous les négligerons ici. Nous présenterons par contre, en détail la liste des circonscriptions urbaines. Cette liste est malaisée à établir de façon exhaustive, car les textes de création n'ont pas toujours été publiés dans les mêmes recueils et ils englobèrent, jusqu'en 1913, les chefs-lieux de district ou de zone, dont la désignation ne fut longtemps soumise à aucune procédure rigoureuse. La délimitation des circonscriptions est plus difficile encore. À partir de 1910, il est spécifié qu'elles sont constituées, sauf disposition contraire, par un cercle ayant pour centre un point déterminé par le chef de poste et pour rayon une ligne de 3 km. Avant cette date, aucune norme n'existait. Il y eut même, de 1898 à 1915, une circonscription urbaine aussi indéfinie que tout le littoral du Stanypool. Jusqu'en 1921, enfin, la plupart des ordonnances de création abrogent les textes antérieurs. Il en résulte que les dates d'institution figurant dans les codes représentent seulement le texte le plus ancien encore en vigueur au moment de l'édition, mais rarement, pour celles qui sont antérieures à 1920, la date réelle de l'érection. On trouvera, en annexe, la liste de toutes les circonscriptions urbaines ayant existé et la référence aux textes de base les concernant. Dans le paragraphe suivant, on analysera seulement leur localisation et le réseau qu'elles dessinent. L'analyse est d'ailleurs moins significative pour le Chaba que pour le reste du pays, car le comité spécial du Katanga, CSK, y a manifestement freiné la création des circonscriptions urbaines. Les premières circonscriptions urbaines instaurées en 1895 furent les chefs-lieux de district, il y en avait 15, plus Kinshasa et Ndolo. On y ajouta en 1898, tout le littoral du Stanypool et l'Ouébo, puis en 1902,
Lukula et en 1904, Sonagongo, devenu Tisville puis aujourd'hui Mbanza-Ngungu. Il n'y eut alors plus de changement jusqu'à la fin de l'État indépendant du Congo, mais au lendemain de sa reprise par la Belgique, des instructions réclamèrent des autorités territoriales une vigilance particulière pour la désignation, comme circonscription urbaine, des postes appelés à se développer. On passa ainsi à 46 circonscriptions urbaines en 1910 et à 69 en 1911. Le nombre redescendit cependant à 47 dès 1912 et à 40 en 1922. Il remonta à 48 en 1931, mais fut ensuite ramené à 44 en 1936 et à 41 en 1949. À la fin de la période coloniale, il était de 39. Le premier réseau de ces circonscriptions était tout entier situé sur les voies navigables. Lukula et Sonagongo se trouvaient sur les chemins de fer du Mayumbe et de Matadi-Kinshasa. L'implantation des créations ultérieures peut être appréciée à partir de la carte de sel existant à la fin de l'année 1914, figure 1. Cette date est suffisamment proche des origines pour illustrer la perception primitive de l'espace zaïrois par les autorités coloniales. Elle correspond par ailleurs à une organisation relativement stabilisée, au lendemain de la première subdivision du pays en territoires. Nous y avons désigné les divers points géographiques par leurs noms actuels. On trouvera en annexe une table de concordance entre ces noms et ceux de la période coloniale. La caractéristique de ce réseau urbain ancien est son étroite dépendance à l'égard des voies fluviales et des chemins de fer qui les complètent. Si on ne considère pas le Chaba, qui est un pays de plateau, toutes les circonscriptions urbaines sauf 3 se trouvent sur des cours d'eau ou des voies ferrées. Les exceptions sont Bomavonde au nord du Mayumbe, Rutshuru le long de la route naturelle entre le lac Kivu et le lac Amine, et Cabinda entre le Lomami et le Sankuru. Il y a par ailleurs une densité urbaine particulière dans le nord du pays et dans une bande centrale allant de Banana à Kasongo et Uvira. On peut schématiquement dire que le réseau des centres comporte, outre les villes de la liaison Océan-Kinshasa, une branche nord, dont l'armature est le fleuve Zaïre et ses affluents, et une branche sud, dont l'armature est le Kasaï et ses affluents. Le Chaba est si peu intégré à ce réseau général que le rail de l'Afrique méridionale a déjà été accepté à Lubumbashi. Dans la savane nord du pays, il faut cependant préciser que l'Ouélé n'est pratiquement pas navigable et que la majorité des déplacements se faisaient selon un axe nord-sud. Les circonscriptions urbaines installées au croisement des voies d'eau par les routes soulignent néanmoins l'importance des rivières dans le contrôle de l'espace. Figure 1. Les circonscriptions urbaines en 1914. Ce réseau urbain est-il une création coloniale, ou reflète-t-il encore les courants d'échange antérieurs ? Sans nier que certains centres doivent leur développement à des créations récentes, principalement au chemin de fer, nous croyons que la seconde hypothèse s'impose. Il est en effet certain que le réseau de pénétration européen correspond aux voies naturelles déjà largement utilisées antérieurement, et que de nombreux points choisis pour contrôler l'espace au temps colonial avaient déjà une valeur stratégique perçue et exploitée à l'époque précédente. Nous avons nous-mêmes montré qu'il y avait à Kinshasa, dès 1880, une population d'environ 30 000 habitants vivant dans une large mesure du commerce. D'autres ont établi la même ancienneté de l'importance commerciale de Kisangani, de la baie de Mtoa sur le lac Tanganyika et de l'ensemble des voies navigables convergeant vers Kinshasa. Même le site de Bukavu pourrait être celui d'un ancien centre d'échange. De plus, le développement d'une ville nouvelle telle que Kikwit ne peut être compris sans tenir compte de la situation en bordure d'une ancienne zone de forte densité de population. On peut dès lors conclure que le réseau des premières circonscriptions urbaines n'est pas dans l'ensemble une innovation coloniale, mais qu'il réorganise plutôt au profit des pouvoirs coloniaux, les réseaux socio-économiques antérieurs. Cette réorganisation entraîna la disparition de certains centres moins bien situés par rapport au nouveau réseau d'échange, Mushenge et Musumba notamment, et la naissance de nouvelles villes qui les supplantèrent. Mais l'organisation institutionnelle de l'espace par des centres à la fois politiques et commerciaux est une réalité bien antérieure à la colonisation et largement utilisée par celle-ci. Cette façon de voir sera reprise et précisée dans le second paragraphe de cette étude. Un second groupe de mesures juridiques a été pris
depuis le début du XIXe siècle concernant les villes du Zaïre. Ce sont celles qui en ont créé les cadres administratifs. La première réalisation de ce genre est la création du district urbain de Léopoldville, en 1923. Le professeur Wundo a montré que cette mesure répondait essentiellement à un vœu des populations européennes. Elle n'en est pas moins à la base d'une autonomie administrative qui nous vaut de disposer de chiffres de la population africaine, année par année, à partir de cette date. Un autre district urbain fut créé à Élisabethville en 1929, mais il fut supprimé dès 1932. D'autres mesures furent d'application plus générale jusqu'à la veille de l'indépendance et constituent encore la base de l'organisation des centres actuels. Ce furent le décret du 23 novembre 1931 sur les centres extra-coutumiers et l'ordonnance législative du 25 juillet 1945 sur les cités indigènes. Comme pour les circonscriptions urbaines, nous en avons reporté la liste avec les dates de création et de suppression éventuelles en annexe. Il est par ailleurs inutile d'analyser ici leur implantation, car elle correspond à l'actuel réseau urbain qui sera étudié au second paragraphe de cette recherche. Mais une remarque critique est à faire immédiatement sur les chiffres de population figurant dans les rapports des centres et des cités. C'est qu'ils ne couvrent jamais l'entièreté d'une agglomération, car la population blanche et asiatique n'y est pas incorporée. Il en va de même des camps de travailleurs installés sur des terrains dépendants des employeurs. Cette situation est celle d'une part importante de la population des centres du Chaba. La prudence s'impose donc dans l'utilisation de ces données. Il est parfois difficile d'en déterminer la portée exacte. Les premières villes furent officiellement instituées en 1941. C'était Kinshasa et Lubumbashi. La troisième fut Likasi en 1943. Les centres extra-coutumiers ne faisaient pas partie de ces nouvelles unités politiques et gardèrent en principe leur autonomie. Les autres villes furent créées beaucoup plus tard dans un contexte très différent. Ce furent Kisangani, Kananga, Bukavu et Mbandaka, ordonnance du 6 septembre 1958, Matadi, ordonnance du 23 octobre 1959, Mbujimayi, ordonnance du 3 mai 1967, Bandundu, ordonnance du 21 novembre 1969, Kikwit, ordonnance du 15 mars 1970, Boma, Zongo et Kolwezi, ordonnance du 23 juillet 1971. Des changements importants étaient intervenus, entre-temps, avec les décrets du 26 mars 1957 et du 13 octobre 1959, ainsi que l'ordonnance-loi du 20 janvier 1968. Les deux premiers textes avaient essentiellement une portée politique et instituaient des conseils représentatifs des populations locales. Sur le plan administratif, ils intégraient les quartiers africains et européens sous l'autorité d'un premier bourgmestre, tout en octroyant une personnalité distincte aux villes et aux communes qui en faisaient partie et qui se substituaient aux centres extra-coutumiers des agglomérations érigées en ville. L'ordonnance de 1968 répondait par contre à des préoccupations de meilleure gestion administrative et financière. Les communes y sont devenues de simples collectivités locales sans personnalité juridique, et les autorités urbaines sont, désormais, nommées par le pouvoir central sur proposition du parti. Par ailleurs, le décret du 10 mai 1957 avait déjà posé le principe de la transformation des cités indigènes en centres ou de leur réintégration aux circonscriptions dans lesquelles elles avaient été créées, et l'ordonnance-loi du 12 mai 1969 sur l'organisation des collectivités locales a maintenu ce principe, ainsi que l'appellation de centre en lieu et place de centre extra-coutumier. En dehors de ces entités reconnues dans l'organisation administrative, des statistiques existent pour diverses agglomérations à caractère plus ou moins urbain. Divers règlements les ont imposés pour les camps de travailleurs et de façon générale, pour les regroupements de populations non coutumières. Les définitions sont cependant imprécises. Les séries chiffrées sont dès lors incomplètes et souvent hétérogènes. Les plus accessibles se trouvent en principe, jusqu'en 1958, dans les rapports sur l'administration de la colonie du Congo belge présentés annuellement aux chambres législatives belges. Tel est le cadre juridique dans lequel s'est déroulée l'histoire des villes du Zaïre. Son étude nous a amenés à nous interroger sur leur origine. Nous en examinerons maintenant
le réseau actuel avant de nous pencher sur leur rythme de croissance respectif et sur leurs perspectives à l'horizon 1980. Le réseau urbain du Zaïre en 1970. Le recensement de 1970 fournit un chiffre de population distinct pour 11 villes et 43 centres. Des informations moins précises peuvent être recueillies à des sources locales concernant un certain nombre d'agglomérations supplémentaires. Tout en reconnaissant que certains chiffres présentent des accroissements invraisemblables par rapport aux données antérieures connues, nous pensons que la majorité des résultats de ce recensement reflètent assez fidèlement la réalité. Cette conviction s'est forgée lorsque nous avons eu accès aux chiffres détaillés par collectivité. Il y en a 758, indépendamment des 72 subdivisions des villes, et à ceux des populations à résidence principale et à résidence temporaire qui existent avec le même détail pour toutes les régions, sauf pour le Bas-Zaïre, Kinshasa et le Kivu. Un argument supplémentaire réside dans les rythmes de croissance déterminés au paragraphe suivant, par comparaison des données de 1958 et de 1970 avec ceux d'avant 1960. Certaines invraisemblances ne sont d'ailleurs qu'apparentes. L'insécurité ayant régné au sud de Kikwit, de 1963 à 1967, a poussé vers cette ville un flot inattendu de migrants et l'accroissement indiqué par le recensement de 1970 a toute chance d'être réel. Dans d'autres cas, le périmètre englobé dans la ville est mal connu et dépasse peut-être largement celui des données antérieures. Il nous a, néanmoins, semblé nécessaire de multiplier par 0,75 les chiffres de population officiels de toutes les subdivisions des deux Kasaï, de la ville de Bandundu et de la zone de Manono. Ce correctif est justifié dans une publication ultérieure. La carte des villes ainsi établie à partir du recensement de 1970 fait ressortir trois axes principaux dont Kinshasa est la plaque tournante. Le premier établit la liaison entre l'Atlantique, le Mayombe et la capitale. Les deux autres relient Kinshasa au nord-est et au sud-est du pays. Le plus important est celui de Lubumbashi par le Kwilu et le Kasaï. Les centres les plus anciens y sont situés le long des voies navigables ou du rail. Mais de nouvelles agglomérations, desservies seulement par la route, se développent. Kenje et Masimanimba sont vraisemblablement les prototypes d'une série qui sera longue. Figure 2. Les villes en 1970. Mbuji-Mayi doit son essor aux possibilités particulières résultant de l'exploitation du diamant et à un retour des Baluba du Kasaï occidental au moment de l'indépendance. Le deuxième axe du réseau urbain du Zaïre à l'est de Kinshasa est celui du Haut-Zaïre par Mbandaka, Lisala et Bumba. À partir de ce point, il se divise en deux branches, l'une suivant le fleuve jusque Kisangani, l'autre empruntant la vallée de l'Itimbiri pour gagner les plateaux de la rive gauche de l'Ouélé, où fut construit le chemin de fer d'Iziro et de Mungber. Un dernier axe est esquissé dans le réseau urbain du Zaïre. Il est orienté nord-sud et comporte deux branches parallèles. L'une suit la vallée du Zaïre, du Chaba à Kisangani par Manono et Kindu. L'autre s'égrène le long du fossé des Grands Lacs et traduit notamment les courants économiques allant du Tanganyika à Bukavu, Goma, Butembo et Bunia. Quelle est l'originalité ou la continuité de ce réseau par rapport à celui des circonscriptions urbaines de 1914 et par rapport à l'organisation antérieure de l'espace? La continuité nous semble une fois encore frappante. Depuis plus d'un siècle, la cuvette centrale apparaît comme un vide dans la carte des villes et il existe deux zones de centre urbain au nord, le long du fleuve et de ses affluents, et au sud, vers les plateaux du Kasaï et du Chaba. La liaison de l'Atlantique au Poul Malebo est également ancienne, quoique son tracé ait été entièrement réaménagé à l'époque coloniale. Vers 1880, Kinshasa, sans être une véritable plaque tournante, constituait déjà le point de convergence des voies de drainage qu'étaient alors les axes intérieurs. L'explication de cette permanence nous semble résider, plus encore que dans le tracé naturel des voies fluviales, dans les relatives concentrations de population qui existent depuis fort longtemps au nord du fleuve Zaïre et d'autre part, dans la région frontière de la forêt et de la savane au sud du Kasaï et du Sankuru. Des éléments d'originalité existent cependant. Ils sont de deux et peut-être de trois types. Le premier résulte de la création relativement récente des nouvelles voies de communication, que sont les chemins de fer et les routes modernes.
Ces réalisations et la construction de nouveaux ports ont entraîné de nombreux déplacements, par exemple de Mtoa vers Kalemie et d'Irebu vers Mbandaka, ou des premières circonscriptions urbaines de la vallée de l'Ouélé vers les plateaux. Mais ces changements ne représentent que des glissements, et ils ne suffisent pas à faire imputer à la colonisation la forme actuelle du réseau urbain. Un second élément d'originalité est la restructuration de la hiérarchie urbaine depuis 50 ans environ. Avant la colonisation, l'est du pays se trouvait dans la zone de relation de l'océan Indien, et le Kasaï ainsi qu'une partie du Chaba appartenaient à une zone luso-africaine dont les débouchés sur la mer étaient Luanda et Benguela. Le découpage colonial a entraîné le ralentissement des échanges avec l'Angola et l'océan Indien, au bénéfice de Kinshasa et de la voie nationale. De plus, les exploitations minières de type moderne ont donné au centre du Chaba une importance que les méthodes traditionnelles ne pouvaient leur assurer. Peut-être un troisième type de changement est-il en outre en voie d'introduction. On est en effet surpris que les fortes densités agropastorales du versant occidental du fossé des Grands Lacs, au nord du Tanganyika, ne semblent pas avoir donné naissance jadis à de grandes agglomérations urbaines. Le développement récent de Bukavu, Goma, Butembo et Bunia signifierait dès lors l'introduction dans ces régions d'un nouveau genre de vie, dont l'impact est sans doute appelé à s'élargir. L'intérêt de ces analyses n'est pas purement spéculatif. Elles montrent que le réseau urbain est en étroite relation avec celui des voies d'échange, et que sa transformation est liée à l'aménagement du territoire. Un examen de la structure urbaine des régions invite à prolonger cette réflexion. De grandes différences apparaissent en effet. Au Kivu, aucune ville n'atteint 150 000 habitants, mais 5 en ont plus de 25 000. La région semble manquer aussi bien d'une véritable métropole que de la trame diffuse de petits centres, qui assurerait à l'ensemble de la population la jouissance des avantages de l'économie urbaine. La situation est comparable au Chaba, où Lubumbashi n'est que 2 fois plus grande que Likasi et où se trouvent 13 centres dont 7 dépassent 30 000 habitants. Dans la région du Haut-Zaïre par contre, Kisangani a une population presque 5 fois plus nombreuse que toute autre ville et 10 des 13 centres de la région ont moins de 25 000 habitants. Les deux Kasaï sont dans une situation semblable. Leur capitale représente de fortes concentrations de population, et les autres centres sont à la fois peu nombreux et peu peuplés. L'Équateur, quant à lui, est une région sans grande ville. Mbandaka dépasse à peine les 100 000 habitants, Gemena et Bumba n'en ont pas 40 000. Comme dans le Kivu, l'économie urbaine ne touche qu'une portion minime de la population, mais de plus, la capitale régionale n'a que peu de poids dans le réseau national. Le sud-ouest du pays, enfin, forme un ensemble très contrasté. Kinshasa y est une capitale à la mesure de la République, groupant seulement 6% de la population du pays et lui assurant les services d'une métropole de plus d'1 million d'habitants. La route de Matadi et de Boma est rythmée par divers relais urbains, qui bénéficient également du passage de la voie ferrée. Dans le Bandundu, Kikwit est un centre plus important que tous ceux qui existent dans l'Équateur et la densité de sa population laisse prévoir le développement rapide de petites villes le long de la future route asphaltée de Kinshasa à Kikwit, appelée à se prolonger jusque Kananga et Bukavu. On trouve donc, dans l'ancienne province de Léopoldville, une ville millionnaire, 2 de plus de 100 000 habitants et une quinzaine de dimensions plus modestes. Mais les zones non traversées par les axes de communication, comme le sud du Kwango et du Kwilu, en sont totalement dépourvues. Il n'est pas possible de déterminer ici quel type de réseau régional est le plus favorable au développement. La question souligne cependant l'intérêt du paragraphe suivant, dans lequel nous nous interrogerons sur les rythmes de croissance des différents centres. La situation actuelle, qui s'enracine profondément dans le passé, est-elle appelée à se maintenir ou est-elle en voie de transformation ? Les rythmes de croissance des villes du Zaïre. La comparaison des chiffres de population des villes du Zaïre en 1970 avec ceux des années précédentes montre, d'une part, que les rythmes de croissance varient considérablement suivant les centres et d'autre part, que le taux d'accroissement annuel de chaque centre est relativement constant. Ce paragraphe présentera d'abord les faits. Il s'efforcera ensuite de les interpréter. Les chiffres de 1970 correspondent à la population, tant étrangère que nationale,
de l'ensemble de la superficie administrée par les villes ou les centres. Les chiffres strictement correspondants pour la période coloniale existent rarement. Dans la plupart des cas, on ne connaît avant 1960 que la population des centres extra-coutumiers ou des cités indigènes et éventuellement, de la circonscription urbaine correspondante. Le nombre des Africains résidant dans les limites des villes actuelles est cependant connu en 1958 pour celles qui avaient déjà été instituées alors, soit les 6 anciennes capitales provinciales et l'Ikassi. Dans le tableau suivant, les taux annuels de croissance, calculés selon un modèle exponentiel, sont proposés par catégorie de villes pour les périodes de 1958 à 1970, de 1948 à 1958 et de 1938 à 1948. Les chiffres de 1958 ont pu être établis pour la plupart des centres urbains présentés dans le paragraphe précédent. Ils englobent, chaque fois que les données sont disponibles, la population des circonscriptions urbaines, mais ne comprennent les Européens que pour Kinshasa. La comparaison entre ceux de 1948 et de 1958 n'a pu être élaborée que pour un peu plus de 3/4 de la population urbaine de 1958. Elle a été établie sur des bases aussi homogènes que possible, c'est-à-dire en ne retenant pour 1958 que la population des unités pour lesquelles le chiffre correspondant est connu 10 ans plus tôt, soit en général le centre extra-coutumier ou la cité indigène. Selon les mêmes principes, l'accroissement de 1938 à 1948 n'a pu être calculé que pour un peu plus de la moitié de la population urbaine de 1948. Malgré les imperfections de la méthode, les résultats obtenus représentent des ordres de grandeur incontestables. Tableau 1. Rythme de croissance des villes du Zaïre selon la taille. Quelle que soit la période envisagée, le taux de croissance s'élève, en général, avec la taille des villes. Le phénomène est d'ailleurs assez universel. L'élément déterminant est cependant plutôt la place dans la hiérarchie urbaine que le niveau absolu de la population. Il n'apparaît pas en effet que l'expansion s'accélère avec le développement des centres. L'inverse est même évident pour Kinshasa, et il répond à la célèbre loi de croissance d'une population dans un milieu donné. Au-delà d'un certain niveau, des phénomènes de saturation sont en effet inévitables et il est donc à prévoir que l'expansion des villes s'infléchira légèrement au cours des prochaines années. Certaines irrégularités dans le mouvement général proviennent sans doute pour une part de l'imprécision des données utilisées. D'autres résultent de phénomènes particuliers dans l'histoire de certains centres. Certains seront explicités dans les paragraphes ultérieurs. Un second tableau a été dressé pour indiquer les taux de croissance des diverses villes du Zaïre de 1958 à 1970. Le classement y est établi d'après les taux annuels d'accroissement. Les chiffres de ce tableau ne valent évidemment que dans la mesure où les données utilisées sont exactes et comparables. Ils sont donc sujets à révision. On se rappellera notamment que certains résultats officiels du recensement de 1970 ont été multipliés par 0,75. Par ailleurs, la nature des chiffres de 1958 est imprécise pour les agglomérations qui n'étaient pas érigées alors en centres extra-coutumiers ou en cités indigènes, soit Mbuji-Mayi, Mweneditu, Ngandajika, Yangambi, Kambov, Mweka, Luebo, Kabinda, Dibaya et Bazoko. Enfin, 18 centres ne sont pas repris dans la liste car leur chiffre de population en 1958 n'est pas connu. Le plus important est Chikapa, mais l'ensemble ne représente que 5,4% de la population urbaine actuelle. Tableau 2. Croissance annuelle des villes du Zaïre de 1958 à 1970. Que penser des taux de croissance figurant dans ce tableau ? Des chiffres aussi élevés que ceux figurant dans la première colonne ne sont pas impossibles. On en a observé entre 1948 et 1958. Certains correspondent, d'ailleurs, à des situations particulières connues. On a déjà évoqué la croissance exceptionnelle de Kikwit, probablement réelle, et liée à l'insécurité ayant longtemps régné dans les régions environnantes. Celle de Mbuji-Mayi répond également à un fait déjà cité, c'est-à-dire à un regroupement ethnique au moment de l'indépendance. Des vérifications seraient cependant souhaitables, tant du chiffre de 1970 que de celui de 1958, avant de pouvoir garantir la précision des taux de croissance indiqués.
Dans la seconde colonne, les ordres de grandeur sont encore élevés par rapport à ceux observés dans la plupart des autres pays d'Afrique, mais ils ne nous semblent pas suspects. Une vérification sévère en a été faite pour Kinshasa, lors de l'étude socio-démographique de cette ville en 1967 et de l'enquête sur les budgets ménagers en 1968 à 1969. Pour les taux de croissance inférieurs à 5%, une éventuelle sous-estimation du nombre des habitants en 1970 n'est pas exclue. Elle est même probable pour Kolwezi, où le périmètre urbain n'englobe pas l'ensemble des centres miniers et industriels auxquels correspond vraisemblablement le chiffre de 1958. Les taux annuels de croissance ont également été calculés pour chaque ville, dans la mesure du possible, de 1938 à 1948 et de 1948 à 1958. Les chiffres de ces deux périodes forment parfois une série très homogène avec celui de 1958 à 1970. C'est le cas notamment pour Kinshasa 12,2, 11,4, 11,2%, Lubumbashi 7,3, 6,5, 5,6%, Bunia 12,2, 10,7, 8,4%, Kutu 6,6, 6,0, 6,1% et Mbanza Ngungu 9,3, 8,8, 12,4%. Pour d'autres centres, l'accroissement considérable du rythme de développement à l'une ou l'autre période est aisément explicable par l'organisation de grands travaux, Goma 1948 à 1958, ou par la fuite des milieux ruraux pendant l'effort de guerre, Likasi 1938 à 1948, ou à des moments troublés, Kikwit 1958 à 1970. Mais il faut reconnaître, au niveau individuel des villes, d'assez nombreuses irrégularités, malaisément explicables dans l'état actuel de nos connaissances. Statistiquement, la corrélation entre les taux de croissance de 1948 à 1958 et de 1958 à 1970, calculée pour 36 centres selon un modèle linéaire, est positive et significative à un taux de probabilité de 0,98, mais elle est faible, 0,377. Entre les chiffres de 1938 à 1948 et de 1948 à 1958, calculés pour 24 centres, elle est plus faible encore, 0,205, quoique positive, et ne serait significative qu'à un niveau de probabilité de 0,60. Si on élimine cependant, du calcul 6 centres dans le premier cas et 5 dans le second, on obtient des corrélations de 0,502 et de 0,617, qui sont toutes deux significatives à un niveau de probabilité de 0,995. Cela signifie que, en dehors de quelques cas exceptionnels, il n'y a pas 5 chances sur 1000 d'obtenir la continuité que nous observons dans nos séries par l'effet du hasard. Cette relative permanence des taux de croissance à travers les périodes doit donc être expliquée. Elle est d'autant plus remarquable qu'elle ne semble pas avoir été affectée par le phénomène de l'indépendance. Elle est liée, croyons-nous, à la stabilité des zones de forte et de faible densité de population, ainsi qu'à l'aménagement des voies de communication. Celles-ci ont été élaborées à l'époque coloniale en étroite dépendance des voies naturelles, et elles n'ont pas été restructurées par la première décennie du développement. Un examen des taux annuels de croissance de l'ensemble des villes de chaque région permet d'éclairer davantage cette interprétation. Dans le tableau suivant, les chiffres sont indiqués pour les périodes 1958 à 1970 et 1948 à 1958. Les données concernant les années plus anciennes sont trop peu nombreuses pour être ventilées en autant de subdivisions. Dans la mesure où les informations utilisées sont correctes, l'urbanisation du Bandundu s'est considérablement accélérée de 1958 à 1970. Cela peut s'expliquer par l'insécurité ayant régné dans les campagnes de cette région à l'époque des rébellions. Le développement rapide des centres du Kivu et des deux Kasaï est incontestablement lié à la forte densité de la population existant en de nombreuses zones de ces régions. L'étude socio-démographique de Bukavu, réalisée en 1970, dont l'analyse est en bonne voie d'achèvement, montre notamment que l'immigration vers cette ville résulte, dans une large mesure, de la pression démographique existant dans les milieux ruraux environnants. Le cas de l'Équateur est plus surprenant, à première vue. Les centres qui s'y développent le plus rapidement sont Mbandaka, Bumba, Lisala et Boende. Leur croissance est due, croyons-nous,
au sous-équipement particulièrement grave des zones rurales de la cuvette centrale et du plateau de Guéména. Elle est donc également liée à l'aménagement du territoire de cette région. Les taux de croissance du Bas et du Haut-Zaïre sont moins élevés. Cela s'explique, sans doute, d'une part par l'attraction de Kinshasa qui exerce une concurrence considérable sur les villes de l'ouest du pays, et d'autre part par la situation de Kisangani dans une forêt dense très peu peuplée ainsi que par la pauvreté du réseau de communication dans les savanes septentrionales du pays. Au Chaba, la faible densité de la population se conjugue avec l'étroitesse du marché de l'emploi dans les centres miniers pour maintenir à un niveau très modéré la croissance des villes. Sous divers angles, c'est toujours l'aménagement du territoire et la position dans l'espace qui déterminent les rythmes d'accroissement de la population urbaine. D'une manière générale, une ville se développe d'autant plus rapidement qu'elle se trouve à un point de convergence du réseau des voies de communication, qu'elle est située dans une zone de forte densité humaine ou que l'écart est grand entre ses conditions de vie et celles des milieux ruraux périphériques. Les conditions d'implantation ne pouvant être modifiées qu'à relativement long terme, il est possible, sur base des données actuelles, de prévoir l'expansion des villes du Zaïre à l'horizon 1980. Ce sera l'objet de notre dernier paragraphe. Tableau 3. Taux de croissance des villes du Zaïre par région. Les perspectives urbaines à l'horizon 1980. Une estimation globale de la population urbaine dans les prochaines années sera proposée à la fin de cette étude. Mais un graphique visualisera, tout d'abord, la méthode utilisée et montrera les estimations auxquelles elle aboutit pour 14 des principales villes du pays. L'échelle verticale y étant logarithmique, le mouvement traduit les accroissements relatifs et non les augmentations en chiffres absolus. C'est par exemple toujours la même hauteur supplémentaire qui représente le passage au double. Une droite signifie donc un développement à taux de croissance constant. Plus elle se redresse, plus ce taux est élevé. Pour 1970, les chiffres utilisés sont les résultats officiels du recensement de cette année. Cette présentation a en effet une importante valeur critique qui a été exploitée dans le second paragraphe de cette étude. Deux phénomènes déjà mentionnés apparaissent sur ce graphique. Le premier est la relative stabilité des rythmes de croissance des villes zaïroises. On observe par exemple que les chiffres de population de Lubumbashi et de Kisangani dessine un alignement à peu près parfait de 1948 à 1970. Le second phénomène est l'accélération, à certaines périodes, du rythme de croissance de certaines courbes, par exemple pour Kananga, Mbujimayi et Kikwit, de 1958 à 1970. Dans le cas de Goma, au contraire, le rythme ne cesse de s'infléchir tout en restant très rapide. Les prévisions à l'horizon 1980 ont été faites, en principe, en prolongeant le mouvement général des 25 dernières années, mais on ne s'est pas interdit d'introduire certains correctifs prévoyant le plus souvent un ralentissement de la croissance. Une lecture attentive du graphique est dès lors utile pour un certain nombre de courbes. Figure 3. Évolution de la population des principales villes du Zaïre. Dans le cas de Kinshasa, un ralentissement a été imposé à l'expansion de la ville par les multiples mesures prises de 1955 à 1959 pour bloquer l'immigration, mais la courbe montre que l'effet de ces mesures a été transitoire et qu'il a été compensé ensuite par un accroissement accéléré. L'extrapolation a été faite d'après un taux légèrement inférieur à la moyenne des 30 années précédentes, pour tenir compte des difficultés d'accueil qui se multiplieront nécessairement avec l'extension de la ville. Les prévisions sont de plus de 3 millions d'habitants en 1980. Dans le cas de Boma, par contre, la population n'a augmenté que lentement, de 1958 à 1970, et on a supposé que son expansion reprendrait un rythme un peu plus rapide dans les prochaines années et conduirait à environ 120 000 habitants en 1980. La courbe de Kananga illustre le manque d'homogénéité de certaines séries statistiques. En 1958, on a porté simultanément le chiffre des centres extra-coutumiers, il y en avait 2, et celui de la ville, afin de permettre la comparaison, d'une part avec les données antérieures et d'autre part avec les résultats du recensement de 1970. La prolongation de la courbe jusqu'en 1980 est dessinée à titre indicatif,
Mais les réserves déjà faites sur les informations concernant cette ville la rendent très incertaine. Dans l'ensemble, on peut prévoir qu'il y aura au Zaïre, en 1980, une ou deux villes de plus d'1 million d'habitants, Kinshasa et peut-être Kananga, 3 autres de plus de 400 000 habitants, Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Kisangani et une douzaine de 100 000 à 300 000 habitants. L'ensemble de la population urbaine, en supposant qu'elle se développera au taux annuel moyen de 8%, sera alors de l'ordre de 9,5 millions d'habitants, sur un total de 26 à 27 millions que comptera l'ensemble de la République. Dans cette hypothèse, la population rurale, qui est passée de 12 à 15 millions de personnes de 1958 à 1970, s'élèverait seulement à 17 millions en 1980, mais aurait fourni aux villes un solde net d'à peu près 2 millions d'immigrants. En l'an 2000, trop d'éléments peuvent avoir modifié les conditions actuelles pour que des prévisions aient un autre intérêt que celui de la réflexion qu'elles imposent. On peut néanmoins affirmer que le maintien de l'expansion urbaine au rythme de 8% entraînerait une telle ponction sur les milieux ruraux que la population y serait ramenée à moins de 10 millions d'habitants. Il est plus vraisemblable que la population rurale se stabilisera autour du chiffre atteint peu après 1980, et que celle des villes n'augmentera plus que de 5 à 6% par an. Mais même dans cette hypothèse, plus de la moitié de la population du Zaïre, qui sera vraisemblablement en l'an 2000 de 45 millions à 50 millions d'habitants, vivra en milieu urbain. L'histoire des villes sera sans doute alors un thème privilégié de recherche et de réflexion. Conclusion. Nous avons ouvert cette étude en nous interrogeant sur le cadre juridique et l'origine des villes zaïroises. Nous avons ensuite examiné le réseau urbain actuel du pays et ses perspectives à l'horizon 1980. Notre première conclusion a été qu'un certain nombre de villes et l'ensemble de leur réseau s'enracinaient profondément dans le passé et dans la géographie naturelle du pays. Cette constatation s'inscrit en faux contre l'affirmation habituelle que les villes du Zaïre sont une création coloniale, une réalité importée, restée longtemps étrangère aux sociétés nationales. La vérité est que les anciens réseaux d'échange ont été restructurés par les techniques modernes et par un nouveau découpage politique, au profit d'un pouvoir étranger qui n'entendait pas partager avec les nationaux. En examinant ensuite les rythmes de croissance de ces villes, nous avons observé leur relative stabilité et nous l'avons expliqué par la permanence des zones de forte et de faible densité de population, ainsi que par celle des voies de communication. Nous en avons conclu que la restructuration du réseau urbain ne pourrait se faire que par un nouvel aménagement du territoire, c'est-à-dire à relativement long terme. Les prévisions de la population urbaine à l'horizon 1980 ont donc toute chance de se vérifier. Nous avons estimé que plus d'un tiers de la population du Zaïre vivrait alors dans les villes, dont près d'une vingtaine compteraient au moins 100 000 habitants. Ne sont-ce pas là des notions et perspectives fondamentales pour la compréhension de l'histoire du Zaïre et pour la planification de son développement? Annexe 1. Liste de concordance entre certaines appellations actuelles et les noms de l'époque coloniale. Annexe 2 à 4, avertissement. Toutes les dates indiquées dans ces annexes sont celles des textes de création ou de suppression. Elles ne coïncident pas nécessairement avec la mise en application de ces mesures. Annexe 2. Liste des centres extra-coutumiers par ordre de création, avec indication éventuelle des dates de suppression. NB. Certains textes de création ou de suppression n'ayant pas été publiés, on a parfois utilisé comme référence les indications figurant dans les rapports sur l'administration du Congo belge présentés annuellement aux chambres belges, RC. Suppression par transformation en commune. Matadi, le 23 octobre 1959, création de la ville. Bandundu, le 21 novembre 1969, création de la ville. Kikwit, le 15 mars 1970, création de la ville. Pour avoir les 43 centres du recensement de 1970, il faut y ajouter l'Ouebo Mweka, dont nous n'avons pu trouver ni la date ni le texte d'institution. En 1971, Kolwezi, Boma et Zongo ont été transformés en ville le 23 juillet. Annexe 3.
Liste des cités indigènes par ordre de création, avec indication éventuelle des dates de suppression. NB. Certains textes de création ou de suppression n'ayant pas été publiés, on a parfois utilisé comme référence les indications figurant dans les rapports sur l'administration du Congo belge présentés annuellement aux chambres belges, RC. Le nombre maximum de cités indigènes fut donc de 16 en 1956 et 1957, mais il n'en existe plus depuis le 31 décembre 1958. Seuls Boende, Goma, Lubudi et Butembo ont été transformés en centre et Kinshasa en commune. Annexe 4. Liste des chefs-lieux de districts et de zones jusqu'au 31-12-1913 et des circonscriptions urbaines. À liste des chefs-lieux de districts. Les textes créant les districts ou en désignant les chefs-lieux jusqu'au 31 décembre 1913 sont les suivants. Dès 1er août 1888, BO 1888, pp 244 à 247. Dès 10 juin 1890, BO 1890, page 77. Dès 17 juillet 1895, BO 1895, pp 229 à 238. AR 7 mars 1910, BO 1910, pp 249 à 257. AR 1er septembre 1910, BO 1911, page 447. AR 1er décembre 1911, BO 1911, page 940. AR 13 décembre 1911, BO 1911, page 941. Ordre 26 juin 1912, BO 1912, page 922. Ordre 8 juillet 1912, BO 1912, page 1014. Ordre 11 novembre 1912, BO 1913, page 39. Ordre 1er février 1913, BAC 1913, pp 79 à 85. Ordre 1er mars 1913, BAC 1913, pp 129 à 137. Ordre 1er mars 1913 autres, BAC 1913, pp 166 à 172. Ordre 1er avril 1913, BAC 1913, pp 183 à 186. Ordre 17 mai 1913, BAC 1913, pp 257 à 260. Ordre 18 juillet 1913, BAC pp 381 à 388. Ordre 5 septembre 1913, BAC 1913, pp 550 à 553. Ordre 28 novembre 1913, BAC 1913, pp 743 à 749. Les textes antérieurs à 1910 ne mentionnant pas les chefs-lieux de district, certains ne furent d'ailleurs jamais institués. La liste suivante repose pour cette période sur le texte et les cartes de F. Cattier. Droit et administration de l'État indépendant du Congo, Bruxelles-Paris 1898. Certaines divergences existent dans F. Goffard, Traité méthodique de géographie du Congo, Anvers 1898. Banziville y est chef-lieu du dé de Lubangui et Ibembo de celui de Louélé, alors que ces deux dés n'ont pas de chef-lieu d'après Cattier, et absence de chef-lieu pour le dé du lac Léopold II pour lequel Cattier indique Nkutu, et dans F. Goffard, le Congo. Géographie physique, politique et économique, deuxième édition revue et mise à jour par GMORISSENS, Bruxelles, 1908. Inongo y est chef-lieu du dé du lac Léopold II. De même dans JGD Bartholomew, Congo Free State Political Division, carte publiée dans le Scottish Geographical Magazine 1905, Djabir y est chef-lieu du dé de Louélé. Les chefs-lieux de district furent circonscriptions urbaines du 23 février 1895 au 31 décembre 1913, sauf dans le territoire du CSK. B. Liste des chefs-lieux de zone jusque 1913. Les zones étaient une subdivision non systématique des districts. Elles ont été abolies par l'Organisation des territoires, en 1912 à 1914. Leurs chefs-lieux furent circonscriptions urbaines à partir du 19 juin 1910, en dehors du territoire du CSK, et à partir du 9 novembre 1910 dans ce territoire. En 1898, F. Cattier écrivait « Il n'y a pas jusqu'ici de règles fixes sur la subdivision des districts au point de vue administratif. » Opcite, page 224. Les zones ont souvent été créées par de simples circulaires. Certaines apparaissent même dans les prévisions annuelles, de 1900 à 1908,
des cadres administratifs supérieurs, sans qu'aucun acte de création soit connu. La liste suivante est donc donnée sous réserve. Le sigle RU renvoie au recueil usuel de la législation de l'État indépendant du Congo présenté dans la note 7 de cette étude. Pour la désignation des chefs-lieux confère en outre. Cirque. 7 juillet 1897, Dungu égale Van Kerkhovenville, RU 2, page 640. Cirque. 9 mars 1901, Tchela, RU 4, page 21. Cirque. 23 septembre 1904, Niangara, RU V, page 321. Cirque. 31 juillet 1911, Kambov, BO 1911, page 708. C'est liste des circonscriptions urbaines. Les noms utilisés sont ceux de chaque circonscription au moment de sa création. La liste est présentée par région. Elle est précédée de la référence à tous les textes portant création de circonscriptions urbaines jusqu'en 1921. Chapitre 2. La place de Kinshasa dans l'évolution nationale. Les Congolais autant que les étrangers arrivant à Kinshasa sont en général surpris de l'activité qui y règne et de la richesse qui s'y étale. Le trafic est intense et la plupart des véhicules sont neufs. Des chantiers sont ouverts dans tous les coins de la ville. Les rues sont plutôt propres et on y respire un air de prospérité qui n'est certainement pas le lot de toutes les régions du Congo. La réflexion se trouve ainsi affrontée à un débat passionné. Kinshasa est-elle une réussite à laquelle chacun peut aspirer ? Ou est-elle seulement le fruit scandaleux d'une concentration injustifiable de toutes les ressources du pays ? Pour répondre à ces questions, nous nous demanderons tout d'abord quelle est la place de Kinshasa dans l'économie nationale, et nous nous efforcerons ensuite d'en définir la portée socioculturelle. La place de Kinshasa dans l'économie nationale. En 1957, les services spécialisés de la Banque centrale du Congo ont établi la répartition du produit intérieur brut par province. La ville de Kinshasa faisait alors partie de la province de Léopoldville, dans laquelle elle était englobée avec le Bandundu et le Bas-Congo actuel. Cette analyse de la comptabilité nationale montrait que le Katanga intervenait pour 30,8% dans la formation du PIB, la province de Léopoldville pour 25,9% et le reste du Congo pour 43,3%. La répartition de la valeur ajoutée dans le secteur industriel présentait des points de concentration plus importants encore. 41,5% à Léopoldville, 36,8% au Katanga et 21,7% dans le reste du pays. Les impôts indirects, qui représentaient alors à peu près 4/10 des revenus de l'État, se répartissaient de façon assez semblable au PIB. 21,1% à Léopoldville, 42,2% au Katanga et 36,7% dans les 4 autres provinces. Une ventilation détaillée des contributions de chaque province à l'économie nationale figure dans le tableau suivant. Trop d'informations manquent aujourd'hui pour une approche aussi systématique du problème. On peut néanmoins dire, en première approximation, que la part de Kinshasa et celle du Katanga se sont élargies dans l'économie nationale, car la production agricole a perdu en importance et les investissements industriels se sont accumulés dans la capitale du pays et dans celle du cuivre. Pour définir cette évolution, on dispose de connaissances assez précises des comptes économiques nationaux et de la réalité urbaine de Kinshasa. Nous analyserons tout d'abord cette réalité pour tenter ensuite de l'apprécier par rapport à l'ensemble du pays. Tableau 4. Répartition du produit intérieur brut par province en 1957, en millions de Zaïre. Source, Bulletin de la Banque centrale du Congo belge et du Rwanda-Urundi, 7, 1958, page 463. La transposition en Zaïre a été faite sur la base de 100 francs de 1956 pour un Zaïre. Kinshasa est une ville étonnamment dynamique. Elle ne comptait guère plus de 20 000 habitants en 1925, mais sa population a depuis lors doublé près de 5 fois. Elle a atteint les 50 000 habitants en 1940, les 100 000 en 1945, les 200 000 en 1950, les 400 000 en 1960, les 800 000 vers 1966 et 1 300 000 en 1970. Si cette multiplication par 2 se réalisait encore 5 autres fois, la ville ne compterait pas moins de 20 millions d'habitants. Selon les meilleures estimations,
La population quinoise actuelle représente 7% de celle de la République. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.